De votre présence. On discutait avec certains de nos amis tout à l'heure, peut-être que l'an prochain on mettra nos agoras à 19h30. 19h c'est peut-être un tout petit peu tôt encore, il fait encore un tout petit peu chaud. On avait mis 18h ou 18h30 la première année, c'était encore pire. Peut-être que 19h30 c'est bien, 20h c'est un peu tard parce qu'après la nuit arrive et donc voilà, peut-être 19h30, on verra, on aura le temps d'en parler. Donc bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Donc on continue notre parcours autour de la mémoire et de l'individualité. La semaine dernière, je vous ai parlé de la mémoire individuelle. J'ai terminé l'exposé avec l'hypothèse nietzschéenne qui remet en cause l'identité individuelle, qui se demande et nous demande en même temps si au fond notre identité n'est pas une fiction imposée par la société, qui nous oblige d'avoir une certaine stabilité, une certaine fixité pour pouvoir contracter, pour pouvoir promettre. Eh bien, c'est cette dernière partie de l'exposé de la semaine dernière qui introduit l'exposé de cette semaine. Donc, mon ami Michel Ferrandi, que les fidèles du Café Philo connaissent bien, puisque c'est notre invité depuis des années, et il reviendra l'an prochain, d'ailleurs, sur le thème du désir. C'est au mois de mars, non, avril, ouais, mars. Voilà, donc vous aurez l'occasion de le réécouter. Donc il me fait le grand plaisir et le grand bonheur d'intervenir sur la mémoire collective. Donc il va s'emparer effectivement de cette thématique sur un plan différent, sur le plan des groupes, sur le plan des sociétés. Qu'est-ce que c'est que cette mémoire collective? Est-ce qu'elle a une réalité? Est-ce qu'elle donne au peuple une identité? Est-ce que cette identité est une réalité ou elle aussi une fiction, comme l'est peut-être pour Nietzsche la mémoire individuelle? Voilà, tout ce qui va être mis en question par Michel Ferrandi. Michel Ferrandi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas parmi vous et qui ont la faiblesse de ne pas assister à nos cafés philo, mais vous pouvez vous rattraper l'an prochain. Michel Ferrandi est professeur de classe préparatoire, agrégé de philosophie, professeur de classe prépa au lycée du Mont-d'Urville. C'est d'ailleurs lui qui a pris ma succession dans la prépa aux écoles de commerce quand j'ai pris ma retraite il y a déjà un nombre assez considérable d'années. Voilà, donc je suis très très heureux de lui laisser la parole. Et puis ensuite, c'est moi qui vous distribuerai le micro pour débattre avec lui de ce très très beau sujet. Michel, c'est à toi. Oui, voilà, ça marche. Merci. Bonsoir à tous. Merci à Philippe à nouveau de m'avoir invité. Je suis très heureux de participer à cette réflexion sur l'identité. Et ce soir, nous allons réfléchir à l'identité collective. On est presque à la veille du 14 juillet. C'est un moment de mémoire collective. On est ici sur l'espace Gérard Philippe, dans le domaine artistique, cinématographique. C'est aussi d'une certaine manière notre mémoire collective qui est convoquée. Donc on s'aperçoit que très facilement autour de nous, soit spatialement, soit par des fêtes, eh bien, nous sommes marqués par des événements qui concernent notre histoire, qui concernent ce qu'on appelle la mémoire collective. Mais qu'est-ce que la mémoire collective? Parce que autant nous comprenons aisément, pour l'expérimenter directement, la mémoire personnelle. Je me souviens de tel événement, vous vous souvenez de la conférence qui a eu lieu il y a une semaine. Autant une mémoire collective, est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de mémoire substantielle au-dessus de nous? Est-ce qu'il y aurait une sorte d'entité dans la société? Ou est-ce que la mémoire collective, ça fait partie de nous? Mais alors comment articuler la mémoire personnelle qui me rappelle mes souvenirs particuliers, et puis cette mémoire collective qui est commune à tout un chacun. Voilà, donc nous allons nous poser cette question-là, et on rencontre à vrai dire des sujets, des points difficiles, parce qu'on est obligé de parler de l'histoire, on est obligé de parler de la société, on est obligé de parler de la dimension politique de l'homme, et dans le sujet que m'avait proposé Philippe, il y avait aussi donc la question du devoir de mémoire. Avons-nous le devoir de nous rappeler le 14 juillet 1789, comme nous allons le faire dans quelques jours?
Donc je voudrais d'abord réfléchir à cette notion de mémoire collective. La première remarque qu'on peut faire, c'est que le souvenir commun crée une sympathie, voire une sorte de fraternité. On le voit par exemple dans une famille, il y a une mémoire collective, il y a un passé commun. On le retrouve notamment à travers des photographies. Lorsque nous regardons ensemble, membres d'une famille, une photographie, eh bien, nous sommes replongés dans un paysage que l'on a vu ensemble, dans une activité que l'on a vue ensemble. Donc, il y a, dans la mémoire familiale, il y a d'abord, objectivement, des données communes, un passé qui est commun. Mais ce n'est pas seulement un passé commun à plusieurs, c'est aussi le souvenir d'avoir été ensemble. C'est-à-dire qu'on a bien conscience, quand nous voyons la photographie, que nous avons vécu ensemble ce passé. Exister ensemble, exister avec les autres, c'est constitutif d'une communauté. On ne peut pas envisager une communauté sans qu'il y ait cet exister avec et tous les sentiments qui vont avec cet exister avec. Exister avec est constitutif d'une communauté. Et nos souvenirs nous le rappellent. Revivre ensemble le passé par la mémoire, eh bien, contribue à la volonté de vivre ensemble le présent. C'est la même chose que ce qui se passe au niveau personnel. Philippe vous l'a dit certainement la semaine dernière, on ne peut pas envisager d'avoir une identité personnelle si on ne se souvient pas de ce qu'on a fait auparavant. Et bien, de la même manière, il n'y a pas d'identité communautaire, il n'y a pas d'identité collective s'il n'y a pas souvenir de ce qu'on a fait ensemble avant. Sinon, nous serions comme des pierres, on encaisserait les influences extérieures sans rien retenir, et la pierre n'a pas de conscience de son identité, n'a pas d'identité au sens fort du terme. On peut dire qu'elle a une identité, c'est quand même un individu, une pierre, mais elle ne garde rien du passé, sinon les impacts, sinon les traces qui sont du présent, qui ne sont pas du passé. Tandis que le propre de la mémoire, c'est précisément cette capacité à garder le passé en tant que passé. Et c'est vrai au plan personnel, et c'est vrai au plan collectif. Nous avons cette capacité à garder le passé en tant que passé. À travers la photographie, je replonge dans le passé en tant que tel. Bon, eh bien, cette mémoire est fondamentale pour pouvoir continuer de vivre ensemble le présent et d'envisager de vivre ensemble l'avenir. Le passé commun, donc, est commun. C'est un passé qui est rendu commun, véritablement, consciemment commun grâce à la mémoire, et il engendre une sympathie. Nous le vérifions facilement lorsque nous retrouvons des camarades de classe, bien des années après. On évoque le même professeur qu'on a eu, on évoque la classe, tu te souviens, on était dans cette classe, on a eu tel professeur, etc. Et vous pouvez remarquer que vous avez l'impression que c'était hier. Vous retrouvez cet ami qui a quelques années de plus, voire quelques décennies de plus, vous le retrouvez comme si c'était hier. C'est ça la mémoire collective. On n'oublie pas ce passé qu'on a vécu en commun. Et on peut même dire qu'on a besoin de se ressourcer à ce passé. On a besoin en famille de revoir des photos, d'évoquer des souvenirs. On voit le succès qu'ont les associations d'anciens élèves, pour ne pas dire les anciens combattants, mais enfin là il y en a de moins en moins, des anciens combattants, c'est heureux, mais des anciens élèves, associations d'anciens élèves, eh bien ce sont des retrouvailles. On se rend compte que ce passé commun, il nous a marqué et il est resté dans notre mémoire. Donc là, la mémoire collective, c'est une réalité forte, c'est une réalité puissante. D'avoir vécu les mêmes choses ensemble et de s'en souvenir est essentiel à une communauté.
La collectivité est une notion qui est vaste. Ça peut être une collectivité sportive, ça peut être une commune, une mairie, et c'est surtout, à son sommet, une société. Toute collectivité humaine se forge elle-même son identité. Le passé qu'on a, le passé commun, dès lors qu'on a affaire à une communauté d'hommes et non pas à une communauté d'animaux, c'est un passé que l'on choisit, que l'on se forge. Un club sportif, par exemple, a pris des décisions. Et ces décisions marquent l'histoire de ce club et fait partie de la mémoire collective. Alors parmi les événements, il y en a qui sont choisis et d'autres qui ne sont pas choisis. Une maladie peut faire perdre un membre de cette communauté. Ça n'était pas prévu. Mais il y a toujours un espace de liberté. Parce que cet événement douloureux, eh bien, on peut le vivre avec une certaine liberté, l'accepter, le rejeter. Il y a une question d'intégration de l'événement subi. Et sous cet angle-là, on est quand même toujours libre, on est quand même toujours actif. Donc, ce passé qui constitue une communauté, qui constitue une mémoire collective, c'est un passé qui est quand même toujours rattaché à une liberté, qui est quand même toujours plus ou moins forgé. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une histoire. Un club sportif a une histoire, une mairie a une histoire, une commune a une histoire, une famille a une histoire. Cette identité suppose évidemment une mémoire collective, et cette mémoire va jouer un rôle fondamental dans la conscience de former communauté, de former un groupe. On peut dire nous précisément parce que on a mémoire de ce passé commun aux membres de cette communauté. Eh bien, la société est la collectivité la plus forte. Elle est en charge de la formation de l'homme tout entier. Les autres communautés forment l'homme, mais à travers simplement un aspect. Ce qu'on appelle la société, dont la caractéristique pour les Grecs était l'autarkeia, l'indépendance. La caractéristique de la société, c'est de former l'homme. Et précisément, si elle est indépendante, c'est qu'elle est indépendante pour pouvoir former l'homme intégralement. Alors cette société, qui est pour nous la société française, elle me forme dans mon humanité. Tout mon développement humain a été marqué par l'éducation, par la famille qui elle-même fait partie de la société, reçoit des aides, etc. Donc voilà, la société, c'est ce qui va permettre à un homme de devenir un homme. En ce sens, Aristote disait que la société est naturelle à l'homme, c'est le fait du zoon politikon. L'homme est un animal politique, donc on ne peut pas envisager de développer son humanité sans cette communauté autarcique, qu'est la société autarcique, pour développer l'homme dans son intégralité. Mais aussi, je reçois d'être français à travers cette société. Il y a de l'universel et il y a du particulier. Il y a notre culture bien à nous, notre culture française. Et en fait, les deux se rejoignent parce que la société française, elle est en charge de former l'homme en France. En France, nous formons l'homme tel que nous le formons, avec notre système éducatif, avec nos lois, avec notre vie politique, avec notre vie sociale. Ne nous y trompons pas, ce qui est en jeu, c'est bien de former l'homme. Et je crois qu'il faut être fier de cette dimension-là, de se dire que notre société, la société française, a mission de former l'homme. Elle forme l'homme en France. On forme l'homme en France d'une manière qui est particulière, mais c'est l'homme universel qui est formé en même temps. Eh bien, il y a des événements dans la vie sociale, et ces événements marquent la société. Le souvenir de ces événements participe à l'identité de la société. De même que on n'aurait pas d'identité personnelle si on ne se souvenait pas de ce qu'on a fait, de même, on n'aurait pas d'identité nationale, sociale, si l'on ne se souvenait pas de
ce que la France fait, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait pour nous, mais de ce qu'elle fait aussi pour les autres. On peut prendre l'exemple du mouvement des Gilets jaunes. Quoi qu'on en pense, les opinions peuvent être divergentes sur la question des Gilets jaunes, mais on ne peut pas ignorer que c'est un fait historique de l'année 2018-2019. Les Gilets jaunes marqueront, ont marqué, marqueront la vie politique de cette année. Nous sommes là devant quelque chose de mémorable. On peut parler de la catégorie du mémorable. Il se passe des choses qui ont de l'importance. Il se passe des choses qui, à travers les Gilets jaunes, mais il y aurait bien d'autres choses qui pourraient être prises comme exemple, il se passe des choses qui marquent notre histoire, qui marquent le devenir de notre société. Eh bien, cette mémoire collective qui est faite du souvenir des événements marquants de notre vie collective, ce n'est pas une mémoire qui existerait au-dessus de nos têtes, indépendamment de notre mémoire personnelle. Cette mémoire collective, c'est une partie de ma mémoire personnelle, c'est-à-dire que dans mes souvenirs, il y a le souvenir des Gilets jaunes avec l'image, les images, les souvenirs qui ont été vus par mes concitoyens et ça fait partie de notre histoire. Voilà. Donc la mémoire collective, ne l'imaginons pas comme une sorte de substance qui planerait au-dessus de nos têtes. Non, il n'y a rien d'autre que la mémoire personnelle. Mais dans cette mémoire personnelle, il y a une partie qui concerne la mémoire collective. Donc la mémoire collective n'est rien d'autre qu'une partie de la mémoire personnelle de chacun qui concerne les événements marquants de notre vie commune. Ici, il faudrait critiquer la thèse sociologique, parce que la thèse sociologique a prétendu qu'il y a une mémoire collective qui existe comme une substance. À vrai dire, pour la sociologie, pour l'école sociologique plus précisément, il n'y a qu'une vraie substance, qu'un seul être, c'est la société, et les individus ne sont que des parties de la société. Donc la thèse sociologique, si vous voulez, réduit la dimension de la personne humaine à simplement un individu, une partie de la société. Et alors à ce moment-là, effectivement, dans la perspective sociologique, eh bien, il n'y a que la mémoire collective et la mémoire personnelle, ce ne serait que l'extrémité du fil de la mémoire collective. Holpvax a écrit un livre qui s'intitule « La mémoire collective » et il argumente par une image que je vais critiquer. Il dit « Il est aussi absurde de considérer qu'un objet suspendu au plafond par des fils tient par lui-même que de penser que nous avons une mémoire individuelle. » Donc un objet, mettons un lampadaire, il est accroché au plafond par des fils. Eh bien, il est aussi absurde de penser que ce lampadaire tient tout seul que de penser que nous avons une mémoire personnelle. Voilà ce que pense Holpvax. C'est-à-dire que tout le contenu de notre mémoire, ce ne serait finalement que le résultat d'influences, de groupes, d'associations et en définitive de la société. Eh bien, à cela, je répondrai par un autre exemple. Il serait aussi absurde de dire que ma mémoire est la mémoire collective que de dire que chaque phrase que je prononce est le résultat d'une influence sociale sans que je comprenne ce que je prononce. Vous voyez, quand je parle, j'utilise des mots. Ces mots, je les ai appris par l'éducation. Je les prononce grâce à la société. C'est vrai que j'ai appris la langue française grâce à la société française. Mais au moment où je parle, je pense ce que je parle. Ce que je dis, pardon, je pense ce que je dis. Et ce que je dis n'est pas le résultat d'une influence extérieure qui serait celle de la société. Donc, en réalité, je pense qu'il y a les deux. Il y a une dimension sociale, il y a une influence de la société. Mais
le centre, la substance, le noyau dur du réel communautaire, c'est la personne humaine. Et la société elle-même n'existerait pas s'il n'y avait pas des personnes humaines. La société, c'est simplement la relation que ces personnes entretiennent volontairement, intelligemment, en ayant un projet commun, en ayant un passé commun et, à partir de ce passé, une capacité à se projeter dans l'avenir. Mais la mémoire collective porte aussi sur un passé que l'on n'a pas vécu. Et ça, c'est paradoxal. Parce que, normalement, on ne peut se souvenir que de ce qu'on a vécu. Or, on va fêter le 14 juillet. Qui parmi nous était présent au 14 juillet 1789? Personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que la mémoire collective contient cette référence, ce qui s'est passé le 14 juillet 1789. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque ma mère me raconte ce qu'elle a vécu pendant la guerre, les privations, les sirènes, la présence des Allemands, je communie à ces souvenirs. C'est-à-dire que je m'unis affectivement à eux parce que je suis uni affectivement à ma mère et que je sens que ce passé fait partie de son identité. Vous voyez, donc, dans le cas de la communion au souvenir d'une mère que l'on peut avoir, eh bien, nous nous rendons compte que la communion que nous établissons avec ce passé que nous n'avons pas vécu, c'est une communion affective. L'union avec autrui intègre l'union avec son passé, et donc la communion à ses souvenirs. Dès lors qu'on aime quelqu'un, on communie à ses souvenirs. Et quand la personne nous parle de ses souvenirs, d'une certaine manière, nous les faisons nôtres à travers l'affection. Ça n'en fait pas pour autant des souvenirs pour moi. Je n'y étais pas au moment de la guerre. Mais ça constitue un passé qui mord sur moi, en ce sens que c'est un passé qui me marque, parce que je fais partie de cette famille, de ce groupe, de cette communauté, de cette société. Eh bien, c'est pareil pour le 14 juillet. On n'y était pas, mais on s'unit à cet événement parce qu'on voit qu'il est marquant pour les Français. Il est marquant pour notre histoire, il est marquant pour notre devenir, il est marquant pour notre présent, il est marquant pour notre avenir. On s'unit affectivement à ce passé parce que, Aristote l'avait bien compris, la société est fondée sur une amitié. La justice ne suffit pas. Les citoyens doivent avoir un attachement affectif entre eux. Il faut être, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais nous en avons le besoin et en même temps le devoir. Nous devons nous aimer en tant que Français. On peut évoquer aussi la question de la tradition. Parmi les souvenirs collectifs, il y a notamment les traditions. Tout souvenir collectif n'est pas tradition. On se souvient de Vercingétorix, mais il n'y a pas de fête de Vercingétorix. Le 14 juillet, par contre, c'est une tradition. Un souvenir devient traditionnel dès lors qu'une société entend marquer particulièrement son identité à travers lui. C'est le cas des fêtes nationales. D'ailleurs, dans la tradition, on ne se contente pas de faire mémoire du passé, on affirme aussi l'importance du passé dans le présent. La fête du 14 juillet est précisément une fête. Le feu d'artifice marque dans le présent, et ça marque visuellement, ça marque de manière festive. Et donc ça nous montre l'importance maintenant de cet événement qui appartient au passé. La plupart des fêtes nationales sont des jours chômés. Qu'est-ce que c'est qu'un jour chômé? C'est un jour qui n'est pas comme les autres. On arrête de travailler comme pour marquer l'importance de cette date, comme pour marquer la valeur de l'événement, pour aujourd'hui.
nous nous arrêtons dans notre course pour prendre la mesure de ce que signifie la Révolution française dans notre vie sociale. Il en est de même pour toute coutume familiale, communautaire, religieuse. L'histoire, ça n'est pas qu'un temps qui passe. L'histoire est faite d'événements qui ont du sens, qui sont stables. Et donc, le jour chômé, c'est une manière de montrer que là, ce qui se passe, ce qui s'est passé, et qu'on évoque maintenant, eh bien, c'est stable, c'est un repère. Ça nous sert de repère dans notre devenir. Sinon, on courrait dans tous les sens. Ça n'aurait pas de sens. On serait comme des animaux ou des pierres. Les événements se succéderaient. Ce ne seraient même pas des événements, ce seraient des instants. L'homme a besoin de la stabilité. L'homme a besoin de se dire, ça c'est événement, ça c'est important, ça c'est un événement, ça c'est un repère. La répétition répète le même, c'est vrai, et ça pourrait donner l'impression que c'est de la routine. Mais ce faisant, elle donne de la stabilité à ceux qui, sans cela, ne seraient qu'écoulement du temps. De ce point de vue-là, le progressisme n'a aucun sens. Car le progressisme, c'est une idéologie qui affirme qu'il faut changer. Que le simple fait de changer, c'est bien. Changer pour changer. Mais changer pour changer ne donne aucune stabilité. Ça ne permet pas de construire quoi que ce soit. Le progressisme, d'ailleurs, emporté dans son idéologie, reproche à la tradition d'être réactionnaire. Mais c'est facile de dire ça. C'est même hypocrite. Parce qu'on n'a rien dit, on n'a rien argumenté en disant que celui qui défend la tradition est un réac. Définir la tradition comme une réaction, c'est poser le progrès comme quelque chose qui est inattaquable, absolu. C'est l'idéologie du progrès. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, le traditionnalisme, c'est-à-dire la tradition pour la tradition. Parce que la tradition pour la tradition, c'est ne rien changer pour ne rien changer. Comme s'il suffisait de ne rien changer pour que ce soit bien. C'est pas mieux que le progressisme. Le traditionnalisme, en évitant absolument tout changement, se condamne à la sclérose. En réalité, la tradition authentique est ouverte sur la nouveauté. Car ce que la tradition célèbre fut un jour nouveau. Et donc la tradition, en célébrant ce qui fut nouveau, doit être ouverte à la nouveauté, donc au progrès. En fêtant chaque année le 14 juillet, nous fêtons quelque chose qui a eu lieu pour la première fois. Donc, si on aime la tradition, on ne peut pas ne pas vouloir du progrès. Mais un progrès qui conserve en même temps les traditions. L'un ne va pas sans l'autre. Et le progrès, s'il ne veut pas se dissoudre dans le devenir, doit conserver ce qui fut une nouveauté réussie. Le progrès, ça veut dire quand même qu'on avance, que c'est mieux. Mais alors, si c'est mieux, il faut le garder. Il ne faut pas le quitter, il ne faut pas le perdre. Donc un vrai progrès sera ouvert sur la tradition. Et le progrès même s'adosse à la tradition. On ne peut bien progresser qu'en ayant assimilé ce qui fut positif. Remarquons encore que la tradition passe par une matérialisation. Vêtements traditionnels, actes traditionnels, fêtes, rites, paroles écrites, paroles orales. Cette matérialisation donne force au souvenir car la matière existe dans le présent et la matière a une certaine durée, même si cette durée n'est pas éternelle. Cette matérialisation n'a pas seulement comme rôle de renforcer le souvenir, elle a aussi comme rôle d'affirmer le présent. Par exemple, le vêtement traditionnel provençal rappelle le vêtement du passé, mais surtout affirme l'identité présente provençale, en lien avec le provençal du passé. Donc lorsque des Provençaux revêtent l'habit provençal, jouent de la musique provençale, c'est pas une nostalgie du passé, c'est de dire voilà qui nous sommes. C'est dans le contexte religieux que la tradition réalise, me semble-t-il, au sommet ce qu'elle est. Parce que dans la tradition religieuse, catholique notamment, le sacrement est signe et réalité. Les catholiques pensent que, par exemple, l'Eucharistie, c'est à la fois la commémoration de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais que c'est en même temps ce qui se réalise. Alors là, évidemment, c'est du registre de la foi,
hein, il n'y a aucune évidence rationnelle, mais en tout cas, ça a le mérite d'être proposé. Et je crois que dans la société, eh bien, cette dimension religieuse est importante comme manifestation au sommet de ce qu'est la tradition. Je voudrais parler aussi de l'historien. Dans l'Assemblée, il y a mon fils Étienne qui est historien, jeune professeur d'histoire. L'histoire, que fait-elle? L'histoire cherche la vérité des faits. L'histoire est une recherche de vérité. L'histoire est un dialogue avec le passé. Les hommes du passé n'existent plus, mais il y a les documents, et les historiens peuvent, eh bien, discuter autour de ces documents. On peut penser ici à ce que dit Platon dans ce très beau texte du Phèdre, à la fin, lorsque il évoque le mythe de Thoth. Thoth est un dieu du calcul et de l'écriture, et il vient trouver le roi égyptien Tammuz pour lui dire « Écoute, j'ai trouvé la solution, ne t'inquiète plus, les problèmes de mémoire vont être résolus, voilà, j'invente l'écrit. » C'est-à-dire des paroles qui sont sur support matériel, sur support donc qui résiste au temps qui passe. Et Platon va développer toute une argumentation pour montrer qu'il y a un danger dans ces traces matérielles, c'est de croire que parce que c'est écrit, c'est vrai, c'est de substituer l'écrit à la réalité. Donc il y a tout un argumentaire très intéressant et très actuel, parce qu'aujourd'hui, eh bien, le support matériel de l'écrit, c'est Internet, c'est l'ordinateur. Donc jamais dans l'histoire de l'humanité, nous avons été devant une telle puissance de la conservation matérielle des données. Donc c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Et Platon dit attention, attention, l'être morte. Il faut dialoguer, il faut échanger, parce que c'est ça la véritable pensée. Et donc, eh bien, ça vaut pour les historiens. Les historiens, ils sont face à des documents, et il faut qu'ils parlent entre eux de ces documents, il faut qu'ils les interprètent, et ça va jouer un rôle considérable pour établir la vérité du passé, la vérité des faits qui se sont passés. J'évoquerai aussi, cher Philippe, tu me le permettras, Nietzsche, qui distingue histoire monumentale, histoire antiquaire et histoire critique. L'histoire monumentale, c'est l'histoire des grands hommes, de ceux qui ont fait des gestes de valeur, des actes de valeur. Et Nietzsche dit que c'est tout à fait capital pour notamment nourrir la volonté de puissance, au sens où ça donne envie de faire de belles et grandes choses. Ça permet de lutter contre la médiocrité. La médiocrité fait douter que l'on puisse vouloir de grandes choses. Eh bien, le passé glorieux, les héros, les hommes qui ont entrepris de belles choses, eh bien, ça nous donne du courage. Nietzsche a raison de critiquer la médiocrité. On peut faire d'ailleurs un parallèle avec la parabole des talents dans les évangiles, où le Christ dit lui aussi que celui qui reçoit un talent ne doit pas l'enterrer en attendant le retour du maître, il faut le faire fructifier, et il félicite celui qui, ayant reçu 2 talents, en obtient 2 autres, et celui qui, en ayant reçu 5, en obtient 5 autres, et il condamne celui qui a enterré son talent dans la terre. Je dirais que entre Nietzsche et Jésus, il y a quand même une différence, c'est que Jésus dit « chacun doit faire fructifier ses talents », donc proportionnellement à ce qu'il est, alors que Nietzsche, je pense, aurait tendance à nous entraîner dans une aspiration de la volonté de puissance qui ne tient pas assez compte des proportions, qui ne tient pas assez compte, me semble-t-il, de ce que chacun
peut faire. Mais je suis d'accord avec cette idée nietzschéenne qu'il ne faut pas dormir. Il ne faut pas laisser ses talents dormir. Et puis, Nietzsche dit, il y a aussi l'histoire antiquaire. L'antiquaire conserve les objets du passé. Eh bien, l'historien, c'est aussi quelqu'un qui se penche sur les documents. Et il les regarde comme des choses qui appartiennent au passé. Parce que s'il n'y a pas ça, Nietzsche l'a très bien vu, c'est le fanatisme, c'est-à-dire qu'on va chercher les actes de valeur du passé et on veut les reproduire tels quels. C'est une sorte d'anachronisme. Le sens de l'histoire, c'est à la fois de voir ce qui s'est fait de grand pour que ça nous inspire, mais aussi avoir conscience qu'on n'est pas de la même époque. Donc c'est une très bonne critique à l'égard du fanatisme. Et puis la troisième histoire, c'est l'histoire critique, parce que ce passé, il appartient précisément au passé, et il faut le quitter, il faut savoir le quitter, et il faut se tourner vers le présent. Alors c'est peut-être aussi là un point sur lequel je marquerai plus de réserve, parce que Nietzsche a tendance à dire que nous devons orienter tout le travail de l'historien vers le présent. Et je pense que le travail de l'historien doit être libre de la préoccupation de l'action présente, parce qu'il cherche la vérité. Et que la recherche de la vérité, c'est son présent. C'est un présent qui mérite qu'il se consacre entièrement à cette recherche de la vérité. Sinon, on risquerait de faire de l'historien une sorte d'homme politique qui serait en charge d'agir dans le présent. Ça n'interdit pas que l'historien soit aussi un homme qui se tourne vers l'action, mais à ce moment-là, ce n'est plus en tant qu'historien. Je voudrais aussi aborder le devoir de mémoire à l'égard du passé. Donc ce passé, vous l'avez compris, il nous est commun. Nous avons une mémoire collective qui siège en chacun de nous. Cette mémoire collective est soutenue par les historiens, parce que les historiens nous aident à aller vers plus de vérité par rapport aux faits du passé, parce qu'on peut se faire des illusions, on peut se tromper sur la signification et le sens d'événements passés. Donc les historiens vont nous aider à rester raisonnables dans l'interprétation des événements du passé. Et bien à partir de là, on peut réfléchir au devoir de mémoire. De même que pour marcher en montagne, il faut savoir de quoi l'on est capable à partir de l'expérience du passé. De même, une société sera d'autant plus efficace dans son présent et son avenir qu'elle saura tirer les leçons du passé. Je participe à l'effort collectif de construction de l'avenir social en m'appuyant sur le passé collectif. J'ai conscience que la France d'aujourd'hui résulte à la fois de cette histoire moderne, marquée par la Révolution française, mais qu'elle a aussi une histoire plus ancienne, marquée par les différentes monarchies, qui ne sont pas méprisables. Il y a une complexité de l'histoire de la France. Et tout ce passé, eh bien, j'y suis adossé pour me demander ce que je peux faire pour mon pays, quel est mon rôle, quelle est ma place, sans faire des choses extraordinaires, mais par exemple à travers mon travail d'enseignant. C'est aussi une question morale, le devoir que nous avons à l'égard de notre mémoire collective. Car si je ne fais pas l'effort de regarder en arrière, c'est parce que je n'ai pas envie d'avancer et que je décide de me laisser vivre. Le danger d'une société amnésique, c'est au fond de se laisser vivre. Une société dont les membres ne font pas l'effort de regarder en arrière est une société qui se laisse vivre, au sens passif du terme, une société paresseuse.
Et une société paresseuse, c'est une société dont l'avenir sera déterminé par des facteurs extérieurs ou par des instincts. C'est une société décadente. Une société amnésique, c'est une société décadente. Soit on se donne une cadence, et alors le devoir de mémoire en fait partie, soit c'est la décadence. Et se donner une cadence, ça veut dire se donner un rythme de développement. Et ce rythme de développement, nous ne pouvons nous le donner que si nous pensons à ce que nos prédécesseurs ont fait. Nous avons aussi le devoir de faire mémoire des actions de valeur, des sacrifices de nos prédécesseurs, et qui font la qualité de notre société présente. On voit bien le poids des sacrifices, par exemple un Arnaud Beltrame qui donne sa vie pour sauver un otage. Quand des événements comme ça arrivent, on sent tout le peuple français qui est touché, qui est ému, qui repart de plus belle en se disant nous pouvons vraiment vivre ensemble, parce que tant qu'il y a des hommes qui sont prêts à donner leur vie pour nous tous, ça vaut la peine qu'on vive ensemble. Donc je crois qu'on a un devoir à l'égard de ces personnes qui sont allées loin dans le sacrifice, mais je pense qu'il faut voir aussi le sacrifice à différents niveaux. Le sacrifice peut être dilué dans un travail que l'on fait tout au long de sa vie, régulièrement, dans une attention aux autres, etc. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a guère que l'exploit sportif que l'on mette en valeur de manière aussi explicite, et encore tombe-t-il vite dans l'oubli. Je pense qu'il faudrait retrouver le chemin d'un rappel des actes de valeur. Il y a aussi la question du devoir de mémoire à l'égard de la faute collective. Nous avons le devoir de reconnaître collectivement des fautes commises. Mais est-ce que cela a du sens de reconnaître les fautes de nos prédécesseurs? Est-ce que cela signifie simplement reconnaître les fautes de leur part comme un fait simplement à constater? Par exemple, la collaboration sous la Deuxième Guerre mondiale. Ou bien doit-on se sentir coupable avec eux? Tout d'abord, une faute morale est une faute personnelle. C'est un acte libre, et il n'y a d'acte libre qu'au niveau de la personne. Mais il peut avoir des facteurs sociaux influençants. Le milieu social peut encourager, ou en tout cas ne pas décourager. Il peut y avoir des mauvaises habitudes sociales ou communautaires. On sait bien que la collaboration est liée à un antisémitisme en France qui ne datait pas d'hier. La société se trouve alors responsable en partie de la faute. Il ne faut pas pour autant penser comme Marx que c'est la société qui est entièrement responsable à travers sa structure, comme il le dit dans sa critique du capitalisme. Il y a des fautes personnelles. La faute a aussi une dimension sociale dans les conséquences que tout péché a sur les autres hommes. Là, il s'agit des effets. Par exemple, dans la fraude, dans la non-déclaration des impôts, eh bien, forcément, il y a des charges supplémentaires sur les autres. Il y a aussi le mauvais exemple qui est donné. Ça fait tache d'huile. Les fautes s'accumulent. Elles deviennent habituelles. Elles vont concerner les mœurs et les mentalités d'une société. Il y a alors des lâchetés, des compromissions. La conscience est endormie. Elle ne révise plus ses positions. Il y a aussi les fautes qui sont directement faites contre les droits de l'homme et des injustices sociales. Par exemple, l'interdiction de la liberté d'association dans un régime autoritaire, quand on voit ce qui se passe actuellement en Turquie. Il y a aussi des injustices entre groupes à l'intérieur d'une société. Certains groupes sont déconsidérés. On peut penser ici à la ségrégation raciale. Ainsi, la faute sociale existe, mais elle consiste dans une accumulation de fautes personnelles. C'est bien parce que la faute est quelque chose de personnel qu'il y a un devoir d'examen de conscience. Et quand la faute est collective, ce devoir de conscience doit être mené collectivement. Il doit entraîner la décision de changer les choses, comme on dit. Ça ne peut plus durer comme ça. Il faut faire quelque chose.
Remarquons tout de même que l'examen de conscience peut être soumis à manipulation, comme on le voit en Chine, où des hommes doivent avouer leurs fautes en public, et cette mise en scène vise précisément à éviter l'examen de conscience que devraient faire les responsables. Donc ne soyons pas naïfs non plus dans la mise en scène de la faute collective. L'examen de conscience manipulé est précisément le moyen d'éviter le véritable examen de conscience. Et puis il y a aussi des difficultés. Il y a un refoulement social qui est comparable à celui dont parle la psychanalyse. Par exemple, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Français s'inventent un mythe de résistance, même si la résistance était une réalité. Beaucoup se sont découverts résistants. On évite ici l'examen de conscience, non par manipulation, mais par négligence, par la volonté de ne pas voir. Dans l'examen de conscience, il faut aussi tenir compte de deux aspects, l'aspect objectif et l'aspect subjectif, c'est-à-dire l'engagement de la volonté. Il faut s'assurer notamment de la connaissance. Les Français qui ne connaissaient pas les camps de concentration sont moins coupables que les Français qui en avaient connaissance. Quand on se tourne vers les fautes du passé collectif, il faut tenir compte des mentalités. Là, il faudrait distinguer une imperfection et un abus. Par exemple, lorsque Chamberlain essaie de traiter avec Hitler, alors que Churchill avait dit non, on ne peut pas traiter avec Hitler, on peut comprendre, c'est une imperfection. Mais avoir continué de traiter avec Hitler en pleine guerre, la collaboration que nous avons connue, ça, c'est un abus. C'est difficile de juger le passé. Il faut tenir compte aussi des conditions particulières, ne pas faire d'anachronisme. Il y a aussi une erreur à signaler, l'erreur de l'historicisme. C'est l'erreur inverse de l'anachronisme. L'historicisme consiste à penser que tout est justifié par l'histoire. Par exemple, l'historicisme dira que le goulag était normal sous Staline, mais que les choses ayant évolué, il était tout aussi normal qu'il y ait la chute du mur de Berlin sous Gorbatchev. L'historicisme, en justifiant tout par les circonstances, est une justification de l'opportunisme. Il faut tenir compte aussi, dans ce jugement difficile à l'égard du passé collectif, il faut tenir compte aussi de ce qu'un peuple avance moins vite qu'une personne. Un peuple avance sur le long terme. Il est plus difficile à un peuple de réviser son passé que ça ne l'est pour une personne. C'est aussi plus long pour qu'un peuple tout entier reconnaisse ses fautes. Mais toutes ces nuances ayant été apportées, il y a bien une culpabilité collective et donc un devoir d'avouer ses fautes et d'aller vers une démarche de réconciliation comme cela s'est fait entre Français et Allemands après la guerre. Parce que si on ne fait pas ce travail de purification de la mémoire, on vit dans la fausseté. On détruit peu à peu l'identité collective. La dimension éthique et morale transcende le temps et la mémoire doit s'y soumettre. Un peuple a donc le devoir de reconnaître ses torts et de chercher la réconciliation. Le devoir de mémoire est lui-même subordonné au devoir de réconciliation. Remarquons que si la demande de pardon est difficilement formulable au plan politique, en revanche, le geste de la réconciliation est beaucoup plus accessible et il renferme la démarche du pardon. Signalons enfin, pour terminer, les abus de la mémoire. Les régimes totalitaires manipulent la mémoire. Todorov en parle dans son petit essai « Les abus de la mémoire ». Pourquoi un État aurait-il intérêt à manipuler la mémoire collective? La réponse est simple. Si la mémoire collective est déterminante pour l'identité collective, comme je l'ai expliqué, eh bien un État autoritaire aura tout intérêt à manipuler cette mémoire pour changer l'identité. Et pourquoi veut-il changer l'identité? Eh bien pour pouvoir mieux soumettre. C'est une identité collective d'esclaves qu'il vise à réaliser. Par ailleurs, se souvenir, c'est sélectionner. La sélection d'un souvenir entraîne l'oubli d'un autre. Qui a autorité pour sélectionner les souvenirs collectifs?
Eh bien, il me semble que c'est d'abord le peuple. C'est une réponse conforme à l'idéal de la démocratie. Car c'est au peuple qu'il appartient de déterminer ce qui est important dans sa vie. C'est aussi à ceux qui le représentent, l'État. Et puis il y a l'historien dont j'ai parlé. L'historien qui est gardien de la mémoire collective dans le registre de la vérité. L'État ne doit se substituer ni au peuple, ni aux historiens. C'est pourquoi il est bon que face à la barbarie nazie qui a voulu effacer l'extermination des Juifs, le mémorial des déportés juifs ait donné simplement les noms, les dates de naissance et de départ vers les camps d'extermination. Il faut opposer à la négation des faits, les faits eux-mêmes dans leur pureté factuelle. Et quoi de plus factuel qu'une naissance et un départ? Hannah Arendt a noté combien la propagande totalitaire consiste à nier la vérité au niveau des faits. Elle le développe dans le système totalitaire et la crise de la culture. D'abord parce que les faits sont fragiles. Il est plus facile de faire disparaître un fait passé qu'une théorie scientifique, car celle-ci peut être retrouvée, même si c'est peu probable. Staline fait disparaître Trotsky des archives. On voit les photos d'archives de la Révolution où Trotsky était à côté de Lénine, et Staline aussi, et Trotsky a disparu. Les camps de concentration organisent l'oubli de la victime. C'est une entreprise pour la rayer de l'histoire. Todorov cite Himmler qui disait « C'est une page glorieuse de notre histoire qui n'a jamais été écrite et ne le sera jamais. » Himmler, en nazi qu'il était, avait bien compris qu'il ne fallait pas laisser de traces. Et il ose parler d'une gloire sans traces. Voyez, là, on est dans un moment de négation extrême de ce qu'est la politique, de ce qu'est le vivre ensemble. Mais le fait, aussi fragile soit-il, est ce qui existe. Et quand quelque chose existe, c'est pour toujours qu'il a existé. Le régime totalitaire met donc du néant à la place de l'existence, et sur ce néant, il entend bâtir l'avenir, ce qui est parfaitement illusoire. Todorov remarque que l'utilisation de la mémoire peut être ambivalente. Les régimes autoritaires ont fait usage de la mémoire en rappelant un passé qui a joué le rôle de mythe, et Todorov oppose à ce passé mythique un passé exemplaire, ce qu'il appelle la mémoire exemplaire, c'est-à-dire un passé qui est vraiment en mesure de nourrir le présent. Et il donne comme exemple Rousset, ancien déporté de Buchenwald, qui a dénoncé et lutté contre les goulags. Rousset dénonçait les camps de concentration qu'il avait vécus, mais il dénonçait aussi les goulags. Mais la mémoire est ambiguë, encore lorsqu'elle sert à se réfugier dans le passé. Par exemple, on peut dénoncer les crimes du passé et se décharger du souci de dénoncer les crimes du présent. Et puis il y a le statut de victime du passé. Bien des personnes s'enferment dans le statut de victime parce que cela procure des privilèges et ça peut être une autre façon de détourner la mémoire de son rôle essentiel. Voilà, donc, en conclusion, oui, il existe une mémoire collective. Cette mémoire collective est fondatrice de toute communauté. Elle est fondatrice d'une société, d'une nation. Nous ne pouvons envisager l'avenir et comprendre le présent qu'en regardant le passé. Et donc ce passé nous oblige, pour de nombreuses raisons que j'ai évoquées. Nous avons un devoir de mémoire, il y a une dimension éthique au cœur même de l'exercice de notre mémoire collective et nous allons concrètement l'exercer
dans quelques jours. Je vous remercie. Merci, un grand merci. Tu as ouvert de très très nombreuses pistes. Moi j'aurais des remarques à faire, mais je vais d'abord laisser la parole à nos amis. Je vais essayer de défendre Nietzsche. Tu ne l'as pas attaqué, mais quand même tu l'as un peu titillé. Donc je ne peux pas laisser les choses en l'état, tu le devines aisément. Bien, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres interrogations, remarques, réflexions. Donc la parole est à vous. N'hésitez pas à vous exprimer et à interpeller notre philosophe. Bonsoir. Il y a quelque chose qui m'interpelle au niveau de la mémoire collective. Autant c'est un peu un paradoxe dans mon esprit, autant le brassage des populations apporte à chaque société quelque chose de très enrichissant, mais au moment où ce brassage de population devient très très important, quelles que soient les époques, hein, je ne parle pas uniquement de notre époque, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dissolution de la mémoire collective? Oui. Merci de cette question brûlante, mais qu'il fallait poser. Michel, je te laisse la responsabilité de répondre. Il y a une question d'intégration qui se pose, ça c'est certain. Et l'intégration suppose d'adhérer à cette mémoire collective. J'ai évoqué les souvenirs de ma mère que j'ai fait miens. Et je pense que quelqu'un qui vient vivre en France doit faire sien les souvenirs de notre peuple, bien sûr. Bien sûr, c'est une condition nécessaire, aussi importante que d'apprendre à parler français. C'est évident. Après, bon, les brassages de population ont toujours existé et ça participe à la richesse de notre peuple. Beaucoup d'entre nous sont issus de familles qui viennent de pays étrangers il y a plusieurs générations. Hein. Donc le brassage de population, je pense que ça fait partie de l'histoire humaine. N'oublions pas le message antique des Grecs, hein, le texte qui a fédéré la culture grecque, qui est la culture dans laquelle nous pensons, c'est l'Odyssée d'Homère. Or, Ulysse, c'est c'est un étranger, il va d'île en île. Quand il est reçu par les Phéaciens, non seulement il prend connaissance de la culture phéacienne, mais il raconte aussi son passé. Il faut aussi se poser cette question, nous, Français, est-ce que nous nous intéressons au passé de ces gens qui arrivent chez nous? Est-ce que nous nous intéressons à cette sorte d'odyssée qu'ils ont connue en traversant la Méditerranée au risque de leur vie? C'est vrai qu'ils doivent s'intéresser à notre histoire, mais réciproquement, nous, que faisons-nous pour nous intéresser à leur histoire? Les Phéaciens ont accueilli Ulysse. Ulysse a raconté ses aventures devant le roi phéacien et tout le peuple était là à l'écouter. Vous voyez, c'est quand même une leçon magnifique sur l'accueil de l'étranger. Voilà. Mais après, évidemment, l'accueil de l'étranger doit se faire avec discernement. Il y a une question de nombre, c'est vrai, qui ne fait que grandir avec les problèmes écologiques, économiques. Il faut que ça soit pensé au niveau politique, c'est vrai. C'est quelque chose qui doit être organisé politiquement. Il ne faut pas être naïf sur l'accueil de l'étranger, ça c'est certain. Non, mais ma question, merci, je crois que tu as bien répondu. Oui, allez, non, reprenez le micro. Reprenez. Là, vous avez, comment dire, parlé de ma première réflexion, à savoir le brassage des populations. Mais à travers l'histoire, quand un peuple est submergé par un autre peuple, violemment la plupart du temps d'ailleurs, que devient la mémoire collective du peuple qui est submergé? C'est ça ma question. C'était pas uniquement aujourd'hui par rapport aux événements que l'on connaît. La mémoire collective, que devient-elle dans ces cas-là? Oui, les territoires perdus de la République, comme dit Finkielkraut, non, c'est Finkielkraut? Non,
C'est Régis Debray, non, tu parles de ça, non? Non, je sais plus. Les territoires perdus de la République, Je sais plus. il faut lutter contre ça. Gulli. Il faut Et le lutter sociologue. contre les territoires perdus de la République, c'est certain, parce que ce sont des zones de non-droit où est en train de se constituer une mémoire communautaire qui est explicitement destructrice de la vie nationale et de la mémoire nationale, c'est certain. C'est une lutte, c'est une lutte sans répit. Il faut reconquérir les territoires perdus de la République. On n'a pas le choix. Moi, j'ajouterais un mot à ce que tu viens de dire. Je suis en accord parfait avec ce que tu viens d'exprimer. Il faudrait peut-être ajouter que ce qui permettra, si on est optimiste, on peut parler au futur ou au conditionnel, de remporter ce qui est une sorte de combat, c'est peut-être aussi la fierté que nous devons avoir de notre propre histoire et de notre propre passé. Parce que si d'autres individus qui viennent sur notre territoire ont si peu envie d'intégrer notre mémoire et notre passé, c'est parce qu'ils se trouvent en face d'individus dont ils ont l'impression qu'ils se désintéressent de leur propre passé, voire qu'ils ont tu n'as pas évoqué le problème de la repentance, voire qu'ils passent leur temps à se battre la coulpe sur tout ce qu'ils ont fait depuis des siècles et des siècles, et on ne leur donne pas très envie de s'approprier notre mémoire collective. Donc peut-être que quelque chose vient aussi de nous, et pas seulement, c'est un peu ce que tu as dit, mais je complète ce que tu as dit, peut-être que, je ne parle pas de faute, mais enfin de responsabilité, peut-être que la responsabilité de l'échec de l'intégration vient aussi de notre propre frilosité ou de notre du complexe que nous avons par rapport à notre histoire et à notre passé. On ne donne peut-être pas envie aux autres de s'intégrer à notre communauté et de nous ressembler. J'aimerais avoir ton avis à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en même temps, je constate qu'il y a des jeunes qui réussissent. En classe préparatoire, on a des jeunes issus de quartiers difficiles qui réussissent très bien. Et donc, eux, ils adhèrent à cette chance que leur offre notre peuple à travers son système éducatif, la promesse d'un travail, de pouvoir vivre de son revenu, etc. Mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Voilà. Et ce qui serait dommage, à mon avis, c'est que les jeunes qui font l'effort soient désespérés parce qu'on les met dans le même panier que ceux qui ne font pas l'effort. Il y a tout l'aspect médiatique qui complète ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on braque très insuffisamment le projecteur sur ces exemples qui ne sont pas négligeables et qui ne sont pas ultra minoritaires, qui sont réels, de véritables réussites, de véritables intégrations. C'est plus facile de faire le buzz avec des dérives que de mettre l'accent sur des parcours de réussite qui existent, qui sont nombreux et qui sont même parfois exemplaires. Les choses sont un petit peu en train de changer. Hein. Rappelez-vous ce tweet, je ne sais pas si c'était un tweet ou c'est ce qui a fait fureur de ce jeune Marseillais qui est un pianiste absolument fabuleux, alors qu'il vient d'un quartier totalement défavorisé et qu'il n'avait rien. Bon, il y a eu tout un mouvement qui s'est construit autour de lui pour lui offrir un piano et lui permettre de progresser encore dans son art. Voilà. Les choses sont en train de changer un petit peu, mais je crois qu'on est encore très loin de ce qu'il faudrait faire pour vraiment mettre l'accent à la garde, mon cher Gérard. On peut quand même peut-être ne pas avoir trop honte de ce qu'on fait, parce qu'on sait mettre en évidence, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, Salmussou, le parcours magnifique d'intégration de Jeannette Bouffal, qui n'est pas là ce soir, je crois, mais qui était là la semaine dernière. Voilà, donc c'est important de faire ça, je crois que c'est très très important. Ne pas donner l'impression à ceux qui font cet effort d'intégration et d'incorporation de notre mémoire, d'être des sortes de marginaux dont on se désintéresse, voire qu'on finit presque par mépriser. Ça, c'est notre rôle fondamental. Je crois que c'est tout à fait important. D'autres remarques? Oui, je viens vers vous, Jean-Monsieur. Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce qui vient d'être dit. Je voulais juste... Oui, comme ça vous m'entendez, oui. Oui, parler des commémorations. Les commémorations des événements historiques sont extrêmement importantes, mais la manière dont on les commémore est importante aussi.
et elles sont quelquefois divergentes ou mal comprises. Puisque nous sommes à la veille du 14 juillet, je vais citer Brassens, qui raconte qu'il reste dans son lit douillet. Alors, je suppose que Brassens était quand même assez favorable aux philosophes du XVIIIe, aux philosophes des Lumières, qui ont évidemment été importants pour la Révolution française et qui en sont à l'origine. Mais il devait être en désaccord avec le défilé militaire du 14 juillet parce qu'il ne faisait pas le lien, sûrement, entre la manière dont on commémorait la Révolution française et ce que lui en pensait et ce qu'il pensait de l'influence de Voltaire, de Diderot, d'Alembert sur les idées de la Révolution française et les droits de l'homme. Donc, tout ça pour dire que la manière dont on commémore les événements est extrêmement importante et déplacée dans l'histoire, dans le contexte historique est importante et les hommes politiques ne font pas de tout. Merci monsieur, je crois que c'est une très belle interrogation que vous soulevez, donc je vais laisser Michel réagir. Puis peut-être. Alors c'est là que les historiens sont particulièrement importants, parce qu'effectivement, le rapport que tout un chacun a avec le 14 juillet est personnel. Vous avez évoqué les convictions philosophiques. Personnellement, je ne suis pas un fervent défenseur de la philosophie de Voltaire ou de Diderot. Et pourtant, la Révolution française, j'y suis attaché. Mais je suis attaché aussi au Moyen-Âge. Mon principal philosophe étant saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, on est dans un autre contexte. Donc, je crois qu'on a chacun, par rapport à un fait du passé important comme le 14 juillet, on a chacun sa sensibilité. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on reconnaisse cet événement comme événement commun qui nous donne envie de vivre ensemble, français. L'interprétation peut être différente, peut être divergente. Mais la commémoration, je pense que c'est un geste pratique. Alors, c'est ce que disait Maritain. On ne peut pas être tous d'accord théoriquement, doctrinalement, sur les raisons de vivre ensemble. Mais ce qui est important, c'est que pratiquement, nous voulions vivre ensemble. Et donc, commémorer le 14 juillet, c'est un geste où pratiquement, je peux être à côté d'un communiste, ça ne sera pas mes convictions, mais pratiquement, on communiera ensemble à cet événement comme porteur d'un désir de vivre ensemble. Alors, je crois que c'est ça qui est important. Il y a un autre élément que tu as développé qui pourrait être un élément de réponse à l'interrogation qui a été formulée par monsieur. Tu as dit très justement, et tu aurais pu là aussi citer Nietzsche, mais tu l'as cité par ailleurs, tu as dit très justement que l'événement qu'on commémore, en parlant de la tradition, a été, au moment où il s'est produit, le contraire d'une tradition, ça a été une nouveauté et même une rupture et une révolution. Nietzsche dit la même chose à propos de l'histoire de l'art. Il dit n'oubliez jamais, c'est dans la même inactuelle que tu as citée sur l'histoire, qui est un texte de jeunesse magnifique de Nietzsche, il dit n'oublions pas que ceux qu'on appelle les classiques n'étaient pas classiques au moment où ils ont produit leur œuvre. Ils ont inventé une façon de produire des tragédies. La règle des 3 unités en tragédie, c'est une révolution puisque c'est quelque chose qu'on introduit qui n'existait pas auparavant. Et Nietzsche dit que ce serait faire un très mauvais usage de cette notion de mémoire ou de tradition que de vénérer le passé en oubliant qu'il a été révolutionnaire, qu'il a été rupture et qu'on doit s'ouvrir aujourd'hui à de nouvelles ruptures. Donc celui qui célèbre le passé, la tradition, le classicisme, en étant aveugle aux nouveautés qui se produisent dans l'art contemporain, est en pleine contradiction avec lui-même. Il n'a pas compris que précisément, ce qu'il y a de génial dans ces formes d'art que l'on respecte, c'est qu'à un moment donné, elles ont été novatrices, elles ont été inventives, elles ont été révolutionnaires, pour employer un mot un peu passe-partout. Donc ça, c'est tout à fait important. Et je rejoins ce que dit monsieur. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas... C'est un deuxième aspect de la question que vous posiez, qui est très, très intéressant, moi qui me passionne, et qui est très délicat. Effectivement, est-ce que la façon même dont nous commémorons, par exemple, le 14 juillet,
ne serait pas réinventé d'une certaine manière. Bon, moi je suis déchiré, en tant qu'élu, je suis au pied de ce monument aux morts avec mon ami Gérard, et je serai encore au pied de ce monument aux morts dans quelques jours, tout en écoutant Brassens le matin, les anciens combattants, les anciens combattus. Donc imaginez dans quelle détresse et contradiction je suis, et les mauvaises nuits que je passe par rapport à tout ça. Mais ceci étant dit, je pense qu'il y a moyen de réconcilier les pans du passé et de se réincorporer, comme tu l'as dit très justement. Nous sommes les enfants de 1789, mais nous sommes aussi les enfants des 1000 ans de monarchie qui avaient précédé et de beaucoup d'autres choses. Donc voilà, c'est un peu la même chose que pour l'individu. Alors qu'on ait ensuite le droit, hein, j'ai écrit un petit texte sur le City Philo que tu as peut-être lu, qui s'appelle du droit de préférer. Aujourd'hui, on voudrait nous enlever le droit de préférer. Non, j'ai le droit de préférer. J'ai le droit de préférer la monarchie et la République. Bon, j'ai le droit. C'est pas interdit, on ne doit pas m'emprisonner pour ça. Bon, c'est pas mon cas, mais j'ai le... Bon, donc le droit de préférer, j'ai le droit dans cette histoire complexe, multiple et multiforme et contradictoire d'avoir mes choix, mes préférences, mes goûts, à condition de ne pas vouloir les imposer aux autres. Donc voilà, on est toujours dans cet équilibre qui t'est cher et que je respecte totalement. D'autres... Oui, je viens vers vous. Alors, il y a deux. Je vais là-haut et ensuite je viens vers toi. Oui, je voudrais savoir si on peut aussi aborder le fait de la fragilité, de l'imperfection de la mémoire, qu'elle soit collective ou individuelle. Enfin, la mémoire collective, elle est chargée de choses qu'on a oublié malgré l'excellent travail des historiens. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, de choses qu'on a volontairement rayées aussi et que les historiens ont beaucoup de mal à retrouver parfois et qui sont peut-être restées dans un inconscient collectif mais qui sont difficiles à exprimer. Donc je pense que ça doit peser aussi beaucoup sur la mémoire collective, cette imperfection. Oui, la notion d'inconscient collectif est très intéressante. Mais c'est difficile d'en parler par définition puisque c'est inconscient. C'est comme l'inconscient personnel dont parle Freud. Sauf que là, est-ce qu'il y aurait l'équivalent? Alors ce serait intéressant de se poser la question, est-ce qu'il y aurait l'équivalent d'une psychanalyse pour la collectivité, hein? Ce serait intéressant de se poser la question. Est-ce que l'historien ne fait pas un peu ça, hein? Est-ce que l'historien, en interrogeant les traces du passé, est-ce qu'il n'est pas à même, comme le psychanalyste, de nous faire découvrir des éléments qui marquent notre comportement collectif et qui étaient inconscients? Je pense à l'historien, hein, mais c'est intéressant comme question, oui. Par le biais de son jugement aussi, l'historien. C'était aussi la question de l'humilité par rapport à la mémoire. Non, mais par le biais de son jugement personnel. Par le biais du jugement personnel, oui. De penser qu'il y a toujours un travail à effectuer, toujours des choses à découvrir dans le passé, parce qu'il y a des choses qui ont été masquées, occultées ou oubliées. Ouais. Donc c'est un travail infini que le travail de l'historien. Effectivement, ouais. ne pas se figer sur une histoire définitive en pensant que ça y est, on a tout compris. Et non, après, il y a toute la part de l'invention aussi, bien entendu. Hein. L'invention de l'histoire, c'est aussi une réalité importante. L'écriture de l'histoire, comme disait quelqu'un que tu connais bien, qui est Michel de Certeau. Bon, et bien sûr que l'histoire s'écrit en écrivant, elle a nécessairement une part, on ne peut pas en rester au document en tant que tel, donc il faut à partir du document effectuer une narration. J'ai un peu abordé cette question la semaine dernière sur le plan individuel, la mémoire narrative avec Ricoeur. Donc l'histoire, on raconte des histoires aussi quand on fait de l'histoire, il ne faut pas se le masquer. Et donc à partir de quel moment est-ce que ces histoires qu'on se raconte sur notre passé deviennent propriété collective en quelque sorte, et à ce moment-là, elles sont d'une certaine manière irréprochables, elles nous constituent, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois une part de manipulation et de trucage dans cette construction d'un passé qui est souvent un peu mythologique? Voilà, c'est ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas du mythe dans la mémoire collective? Voilà, c'est peut-être une dimension. Mais l'idée d'historien comme médecin de l'âme collective, c'est une idée intéressante.
Oui. C'est peut-être le rôle des philosophes, commentateurs de l'histoire, de le faire. Moi, j'aimerais rebondir sur une allégorie célèbre qui explique plutôt la notion de cycle et de temps d'Héraclite, que beaucoup connaissent sans doute déjà. On ne rentre jamais deux fois dans le même fleuve. Alors, on peut l'extrapoler sur la notion de mémoire en se disant que justement, et ça fait la jointure avec l'inconscient collectif de l'histoire, que ce fleuve du temps qui passe sous nos yeux et qui n'est jamais, malgré l'imperturbable mouvement de la vie, n'est jamais le même, charrie ces sédiments cachés. Et c'est justement ces sédiments cachés qui viennent d'une source, la source du temps, la source des événements. Et nous avons en plus l'occasion de réunir, ou du moins d'équilibrer, d'apaiser le paradoxe que vous avez cité entre la tradition et le progressisme. Le fleuve, il se tient, il est unique, il est imperturbable. Personne ne peut le modifier, personne ne peut le trahir. Pourtant, en fonction du côté de la rive de laquelle on se trouve, si on est même en train de naviguer sur ce fleuve, suivant que l'on vienne d'un fleuve adjacent, ou que l'on se situe au niveau d'un delta, où le fleuve se sépare pour se réunir plus loin, nous avons peut-être la dynamique vivante à travers cette extrapolation de la métaphore d'Héraclite. Nous avons peut-être la dynamique vivante, complexe de toute cette notion de mémoire qui permet à la fois peut-être d'apaiser les inquiétudes que j'ai vues poindre. Tout le monde s'est de suite jeté sur le problème de l'immigration. Moi, je crois que franchement, l'histoire de France est suffisamment puissante, suffisamment complexe. Le fleuve de l'histoire France est suffisamment puissant pour pouvoir accueillir des petits ruisseaux, une quantité non négligeable de petits ruisseaux adjacents, avec leurs sédiments enrichissants. Et franchement, moi, je vois pas péril la demeure. Il y a sur des polémiques, il y a des gens qui veulent effacer le Colbert des rues, enfin, des gens qui s'appellent des agitateurs, mais il n'y a pas péril dans la demeure. Il y a beaucoup plus d'immigrés ou de quelle que soit la génération qui s'intéressent avec passion à l'histoire de France. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux, par exemple. Souvent, si on va dans les réseaux toxiques, on va se coltiner tous les toxiques. Et si on va dans les réseaux enrichissants, on va dans des discussions enrichissantes. Donc, il faut choisir aussi ces fleuves. Et donc, le temps, la mémoire, est une dynamique vivante, fluide, qui a son inertie. Et je pense que hier soir, Arte a diffusé une interprétation de Requiem de Mozart. Ah oui, super. Et le metteur en scène, ça c'est intéressant, le metteur en scène a fait afficher sur le fond, le mur, le fond d'écran de la scène, en intitulant cela « L'Atlas des extinctions ou des disparitions ». Il a commencé par la faune, les dinosaures, enfin toute la série avant le cétacé. Il est passé par les races humaines, tous les différents hominités, et le cadrage n'était pas assez suivi pour pouvoir suivre la liste, la flore, les monuments, et donc la liste des choses qui ont les langues, les peuples, les villes disparues, le nombre de choses qui ont disparu, qui se sont éteintes, nous aussi, et donc on a la trace et l'identité. C'est porteur de réflexion, ça. Oui. Alors, attends, Michel, avant que tu répondes, je profite de ce que notre ami vient de dire pour vous rappeler, si vous l'ignorez, que ce Requiem de Mozart qui est donné à Aix-en-Provence, il est au cinéma Le Rocher le 17 juillet. Hein. Il reste quelques places pour vous inscrire au service culturel, donc vous pouvez voir ce Requiem de Mozart en différé au cinéma Le Rocher le 17 juillet. Voilà. Donc, je tenais à profiter de cette insertion pour faire un peu de publicité pour nos manifestations culturelles municipales. Mais maintenant, le plus important, c'est la réponse que tu vas faire à ce qui a été dit.
Oui, je suis d'accord avec vous, la France a de la réserve dans son histoire, une capacité d'accueil, d'absorption, mais il ne faut pas non plus attendre que ça se fasse tout seul. Il faut aussi, je pense, un dynamisme, il faut aussi des projets, il faut offrir du travail à la jeunesse, hein, parce que bon, le problème des cités, c'est en partie lié au problème du chômage, et le problème du chômage, vous voyez, c'est quelque chose de difficile à régler. Les divers gouvernements qui se sont succédés butent sur cette difficulté, c'est quelque chose d'international. Donc, que la France, j'ai espoir en la France, mais en même temps, je pense qu'il serait naïf de ne pas prendre la mesure des défis. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'intéresse plus, c'est celui des sédiments et de la référence à Héraclite, que je rattacherai à votre toute première réflexion, pour laquelle je vous remercie. Vous avez raison, peut-être que le médecin de l'âme collective, c'est l'historien en partie, mais c'est peut-être encore plus le philosophe qui, dans l'histoire, va établir les lois de l'histoire, va essayer de voir dans l'histoire les grandes constantes, comme la double progression du bien et du mal, comme le progrès de la laïcité, comme la démocratisation, etc. Des grandes lois qui traversent l'histoire, et c'est ça les sédiments, les choses stables dans le cours de l'histoire. Parce qu'il est vrai que l'historien, lui, travaille au niveau des faits et non pas des lois. L'histoire n'est pas une science. L'histoire cherche la vérité, mais c'est une vérité factuelle. Et la vérité factuelle ne relève pas du scientifique, ne relève pas du général. La seule discipline qui peut établir des lois générales concernant l'histoire, c'est la philosophie. Et donc c'est elle qui va énoncer les sédiments. Et du coup, ça rejoint la question que vous abordiez à la fin. Qu'en est-il de la philosophie dans ce travail d'intégration de cultures différentes qui arrivent sur notre sol, d'expériences sociales différentes, de religions différentes? Qu'en est-il de cette intégration? Par exemple, au sujet de l'islam, j'ai la conviction que la philosophie a un rôle de premier plan dans le dialogue avec les idées musulmanes, comme cela a été fait déjà au Moyen-Âge. J'ai fait ma thèse de doctorat sur la réception chez saint Thomas d'un certain nombre de thèses du kalam, de l'islam. Donc vous voyez, je crois que peut-être qu'aujourd'hui, il faut se demander si nous ne sommes pas trop frileux au niveau du travail philosophique dans la rencontre des cultures qui arrivent sur notre territoire. Totalement d'accord avec toi là-dessus. On est frileux sur ce plan, mais sur bien d'autres encore. J'arrive. C'est vous d'abord et ensuite. Merci pour votre exposé. Je retiens, moi, deux choses que vous n'avez pas vraiment exposées. Concernant tu as dit concernant l'immigration, il y a Fernand Braudel a bien décrit les vagues successives et bien parlé de l'immigration et de la pénétration des étrangers en France. Donc en point relatif ou en point absolu. Donc ça c'était déjà à bien connaître avant de pouvoir parler de toute autre chose. Deuxième chose, moi ce qui m'intéresse, c'est vous avez souligné le côté psychanalyste de l'historien, etc. Mais il y a deux choses qui sont importantes dans la transmission. Il y a d'une part l'enseignement, et actuellement je crois que c'est un problème qui devrait être pris à bras-le-corps, parce qu'on n'ose plus enseigner beaucoup de choses sous le fait de la pression de certains médias ou de certaines communautés. Et deuxièmement, il y a la littérature, parce que finalement, une mémoire, c'est un ensemble de cultures sédimentées, avec bien sûr leur référence au passé, mais aussi toutes ces psychanalyses individuelles agglomérées que représente la littérature, avec leur dose de critique, éventuellement d'expériences nouvelles, d'ouverture d'esprit. Et ça, c'est pour moi aussi quelque chose qui joue énormément
dans ce que vous venez d'élaborer, de nous dire. Merci. Oui, merci de faire cet ajout. C'est vrai, la littérature joue le rôle d'une psychanalyse de la mémoire collective. Un auteur comme Zola, Flaubert, enfin tous les grands romanciers, les classiques. Mais savez-vous que les jeunes lisent de moins en moins les classiques? Eh oui. C'est pas totalement de leur faute. Eh oui. Alors ils lisent Harry Potter, ils lisent Le Seigneur des Anneaux. Cher Michel, quand on a remplacé l'étude des auteurs par de grands thèmes et qu'on a obligé les professeurs de lettres à devenir de faux professeurs de philosophie, tout s'est écroulé. Voilà. C'est pour ça que j'avais écrit en 2005 un livre qui s'appelait Pour une école du gai savoir et que l'un de mes chapitres s'intitulait Quel savoir commun enseigner aujourd'hui. Je rejoins monsieur. Pour qu'on fasse communauté, il faut qu'on ait un patrimoine commun, il faut qu'on ait des auteurs en commun, il faut qu'on ait des références en commune. Si on n'a pas ce bagage commun, et ce qui m'a éveillé, tu es beaucoup plus jeune que moi et je t'en félicite, mais ce qui m'a éveillé à cette interrogation, c'est l'impression que j'ai eue au fil de mes années d'enseignement, d'avoir la désagréable impression que j'avais de moins en moins de bagages communs avec mes étudiants. On n'avait plus les mêmes références, on n'avait plus alors que quand j'étais élève, j'avais les mêmes références que mes enseignants. Et on a vu les choses se déliter ainsi. Donc il ne s'agit pas de chercher des responsables, c'est très très compliqué. Mais il y a quand même beaucoup d'erreurs qui ont été faites au niveau de l'éducation nationale et au niveau de l'enseignement de la littérature en particulier. Moi, je suis très choqué. Je vais vous confier une anecdote. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mon cher Michel, quand j'ai hérité il y a très longtemps de la classe d'Hippocagne, j'avais préparé un petit test de culture générale auquel je soumettais mes étudiants en tout début d'année. C'était un test très simple, il y avait des questions d'histoire, de littérature. Et je leur demandais par exemple de me citer 3 romanciers du 19e siècle. Ça me semblait pas une question surhumaine pour des élèves qui avaient le baccalauréat et qui avaient eu un enseignement littéraire pendant 3 ans. Et quand j'ai découvert que la moitié ou les 2/3 de ces élèves brillants et sélectionnés, qui étaient les hippocagneux, étaient incapables de me citer 3 romanciers du 19e siècle, j'ai renoncé à faire passer mon test de culture générale parce que je commençais l'année par une grave dépression nerveuse. Bonjour, je vous remercie pour votre travail. Je ne vais pas être long. Vous avez parlé du 14 juillet. Bon, c'est vrai que le 14 juillet, pour moi, demain, enfin dans 2 jours, quand je vais le regarder, je ne vais pas penser à la prise de la Bastille. Je vais regarder les chars, je vais regarder le défilé, les nouvelles armes, mais ça ne me fait pas penser à la collectivité, tout ça. Par contre, le symbole collectif, comme la Marseillaise ou même le drapeau, ça, vous n'en avez pas parlé. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important pour la France. Voilà, c'est terminé. Oui, il y a des symboles. Très intéressant. C'est important parce que la référence du 14 juillet, la prise de la Bastille, bon, c'est pas la prise de la Bastille en elle-même qui est importante. Il pourrait y avoir un autre événement, mais il est symbolique de la Révolution, de la naissance de la République française, et quand même, à travers le défilé militaire, on a aussi une manifestation de notre indépendance, hein, de notre sécurité. Donc je pense qu'un défilé militaire, c'est aussi le signe d'une république. Mais je suis d'accord avec vous, le drapeau, le chant de la Marseillaise, c'est encore plus fort. Non, ça n'a pas été un grand moment à ce sujet. Mais si tu veux, quand j'ai écrit avec c'est un livre collectif pour une école du gai savoir que je citais tout à l'heure, je cite ce livre parce qu'il est déjà ancien et que voilà, et beaucoup d'éléments du débat de ce soir m'y font penser. Il date de 2005, donc c'est déjà un très vieux bouquin. J'ai eu un débat un peu animé avec mon co-auteur qui était Jean-Claude Gross, le directeur à l'époque du Théâtre des Comonies, sur la Marseillaise précisément. À l'époque, on pensait qu'il était important de modifier ces paroles violentes et guerrières. Et moi, j'étais pas du tout d'accord parce que, d'une part, il faut peut-être interpréter, on est toujours dans le problème de l'interprétation, il y a des lectures non violentes, non sanguinaires et non guerrières qui ont été faites et qui sont très très belles. Et deuxièmement,
c'est un héritage. Hein. Je chante un hymne qui a été chanté par le grand-père du grand-père de mon grand-père, ou en tout cas par tous ceux qui nous ont précédés, qui ne m'appartient pas, qui n'appartient pas à notre génération non plus. Et donc, moi, je trouvais absolument monstrueux qu'on veuille changer les paroles de la Marseillaise. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, donc c'est tout ce côté symbolique, effectivement, qui, à un moment donné, on est dans un débat qui ressemble un petit peu, pardon d'y revenir, je ne voudrais pas rallumer le feu, mais aux quelques remarques qu'on a fait tout à l'heure sur l'islam ou l'islamisme, parce que c'est un peu la même chose. Que font les islamistes? Ils font une lecture littérale et intégriste et traditionnaliste du Coran, et du même coup, ils le lisent au pied de la lettre. Donc, il est certain que si j'ai fait une lecture intégrale, traditionnaliste et mot à mot de la Marseillaise, c'est un chant guerrier qui nous invite à mettre du sang en quantité dans nos sillons. Bon, mais c'est une lecture parmi bien d'autres de la Marseillaise, et il faut la voir comme un symbole, et un symbole, effectivement, il y a eu toute cette lutte qui a commencé dans les années 60, je suis entièrement d'accord avec vous, ce mépris des symboles. On a cru qu'on pouvait se passer de symboles parce qu'on était dans ce mouvement hédoniste et individualiste dont on s'est réveillé petit à petit. On n'est pas encore totalement réveillé de ça, mais je crois que c'est important. Une collectivité a besoin effectivement de se rassembler autour de symboles, d'un hymne, d'un drapeau, et on est très, très perturbés, nous autres Français, quand on voit l'attachement, je sais pas, du peuple américain, par exemple, à son hymne et à son drapeau. Personne ne les traite forcément de peuples monstrueux, tyranniques ou réactionnaires. Et en France, on est tout frileux parce qu'on a l'impression, là, mes mandats municipaux m'ont fait du bien, d'avoir chanté la Marseillaise, là, en haut, au pied de ce drapeau. Ben, je reconnais que ça a guéri les petits résidus 68 arts que je conservais en moi, malgré tous mes efforts. Oui, juste pour compléter, on parlait d'inconscient et de sédiment, et pour prolonger votre propos un instant, le saisissement émotionnel puissant, fédérateur, que la nation a vécu spontanément avec cette, je mets des guillemets, providentiel incendie du toit de Notre-Dame, montre bien que les sédiments du fleuve de l'histoire de France n'a pas grand-chose à craindre des ruisseaux, quels qu'ils soient, qui viennent adjacents, qui viennent se joindre à ces sédiments. J'aimerais que tu répondes là-dessus, c'est intéressant. Effectivement, ça fera l'équilibre avec ta référence aux Gilets jaunes, et ça sera un bon équilibre, me semble-t-il, et je suis sûr que tu en seras d'accord. Là, c'est le passé chrétien de la France, hein, il est certain. Bah oui, mais on n'en parle pas beaucoup. Oui. Mais le chrétien, le passé, la France dans son histoire est marquée par le christianisme. C'est un fait. Voilà, c'est un fait. Et je crois que l'émotion des gens en voyant ce toit de la cathédrale s'effondrer, c'est lié à cette conscience, ou en tout cas cette prise de conscience brutale de ce que c'était une référence pour nous. La crainte que ça puisse disparaître, la crainte que si ça n'est plus là, il y a comme un vide, une béance. Donc, un morceau de notre identité qu'on nous arracherait. Voilà, tout à fait. Non, je crois que c'est un moment important. Oui, bien sûr. Oui, j'entends parler d'appréhension, de brassage, de population, de problèmes ethniques. En ce qui me concerne, je suis un peu lasse d'entendre toujours ces mêmes discours. Parce que bon, il y a d'autres fléaux et on n'en parle pas ou très peu. Ce sont les exactions faites sur la femme. Voilà, oui, l'identité de la femme là, et la relation homme-femme. Voilà, on banalise en fait tout ce qu'endure la femme, les souffrances qu'elles vivent à cause des hommes. Et bon, ça c'est un fléau aussi, et je pense que c'est à ne pas perdre de vue. Et puis oui, quant à cette appréhension de l'avenir, bon, vous parlez tout à l'heure. Bien, moi ce soir j'ai simplement envie de témoigner et de dire tout simplement que je suis chrétienne
Et j'ai pas d'appréhension quant à l'avenir. Je suis pleine d'espérance. Voilà, simplement, je voulais témoigner de ça parce que, voilà, les chrétiens, d'un point de vue extérieur, d'autres pays, on est catalogué de chrétiens frileux ou asthéniques. Et voilà, j'ai envie de dire dans l'Assemblée que je suis fière d'être chrétienne. Et c'est mon identité, entre autres choses. Merci madame de ce témoignage tout à fait respectable. Alors vous avez raison de dire qu'il ne faut pas se focaliser sur certains problèmes et se voiler la face sur d'autres. Une femme meurt tous les 3 jours en France, sous les coups de son conjoint. Donc c'est un drame, et vous avez raison, une société, c'est trop facile de se focaliser sur certains problèmes et de ne pas regarder d'autres problèmes. Ça fait partie d'une sorte d'amnésie. Todorov parle d'amnésie par rapport à des événements présents où on ne veut pas voir. Donc entièrement d'accord avec ça. Bon. Après la référence chrétienne, moi aussi je suis chrétien, mais on ne peut pas demander non plus à tous les citoyens français de se reconnaître comme chrétiens. Vous voyez, c'est la différence avec l'époque sacrale qui a caractérisé le Moyen-Âge, où là le christianisme était référence politique, et puis la référence laïque depuis la Révolution française, où là le christianisme continue de faire partie de notre histoire, mais n'est plus une référence explicite, politique, que devrait confesser le citoyen français lambda. Voilà. La différence, elle est là. Et donc, les chrétiens que nous sommes continuent d'œuvrer dans la société, au plan politique, en prenant la responsabilité. Moi, j'enseigne depuis 30 ans dans l'éducation nationale. Je le fais avec mes convictions de chrétien. Et ça m'aide à apporter ma pierre à la construction de notre société. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que nous devons œuvrer. Priorité à ceux qui n'ont pas encore parlé. On va bientôt achever notre débat. Moi, j'avais deux remarques. L'une sur le progrès, qui est, vous sembliez dire tout à l'heure, le progressisme, mais il est absolument nécessaire. Juste ce que vient de dire la personne sur les femmes, s'il n'y avait pas eu le progrès, la femme aurait la position qu'elle avait au Moyen-Âge, au siècle dernier. Et la deuxième chose, ma deuxième réflexion, c'est sur la mémoire collective, qui, suivant l'endroit où on se place, est tellement différente. Par exemple, je vais vous parler du 5 juillet 62, où ce jour-là, j'étais, moi, en Algérie, et j'ai vécu des massacres d'Oran. Or, ces massacres-là ont très peu été, mis en avant ou commémorés, alors qu'il s'agissait tout de même de quelque chose, 2000 personnes qui, ce jour-là, ont été passées par les armes. Et donc, la mémoire collective peut être, quelquefois, suivant l'endroit où on se place, parce que lorsqu'on est algérien, et moi j'étais double nationalité, c'est-à-dire j'étais française, mais j'avais des Algériens dans ma famille, si vous voulez, il y a deux manières totalement différentes d'appréhender cette mémoire collective. C'est un vaste sujet, on ne pourra pas l'aborder maintenant, mais la mémoire collective de la France, aujourd'hui, se confronte aussi à la mémoire collective d'un autre peuple qui est très proche de nous, mais qui est totalement différente. Alors sur le premier, point, il faut distinguer progrès et progressisme. Je suis d'accord pour le progrès. C'était le thème de nos Agora de l'an dernier, madame. Vous étiez présente, non? Vous auriez appris beaucoup de choses parce que on a répondu à cette question l'an dernier. Le progrès n'est pas le progressisme. Le progressisme, c'est une idéologie. Voilà, c'est tout à fait différent. Et donc, je suis tout à fait favorable au progrès, tous les progrès possibles qui concernent la femme, le respect de la femme dans la société. Mais vous voyez, peut-être que la tradition la plus forte pour le statut de la dignité de la femme,
C'est du côté de la religion, parce que Marie, la mère du Christ, pour les chrétiens, c'est la créature la plus élevée. La créature la plus élevée, madame, c'est une femme. Donc, la religion chrétienne est une religion de la tradition, vous voyez. Donc, c'est la mère de Dieu pour les chrétiens. C'est une femme, c'est la créature la plus élevée et elle est la mère de Dieu. Donc, c'est aussi dans des traditions que nous pouvons trouver les éléments de progrès les plus puissants. Juste un mot, mais dans la religion chrétienne, tout de même, la position de la femme, les religieuses, voilà, les prêtres qui, eux, ont pu être... voilà, prêtre, une femme n'a jamais pu être prêtre. Donc, ne me parlez pas de cette égalité dans la religion chrétienne, même si le symbole de la Vierge Marie, je suis tout à fait d'accord. Bon, là on s'égare un peu, on sort de notre sujet. Je vais redonner la parole à notre ami qui va nous ramener dans le débat. Moi, c'est juste pour faire une petite mise au point. Je ne sais pas si l'intervention de monsieur aux lunettes noires, là-bas tout à l'heure, relevait de la mienne, mais je n'ai jamais parlé d'immigration. Moi, j'ai parlé de la mémoire collective des peuples, des grandes civilisations notamment, qui pouvaient être anéanties par d'autres. Donc je crois que vous m'avez mal interprété si vous faisiez allusion à mon intervention. Non, là c'est un sentiment de... Oui, vas-y, la dernière, hein, parce qu'il faut savoir s'arrêter. Rapide. Merci, ça va être très bref. Merci pour cette belle conférence. Mais moi je voudrais juste faire une référence à la loi de l'État laïque de 1905, qui a été obtenue au bout d'un certain nombre de luttes et par laquelle toutes les communautés, toutes les croyances peuvent coexister. Et c'est très important actuellement de ne pas l'édulcorer sous prétexte d'un progrès qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Voyez-vous? Donc c'est une loi, il faut faire très attention car on est en train de vouloir la modifier. Or, elle est bien comme elle est. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, tu vas terminer là-dessus, mon cher Michel. Je connais tes idées sur le sujet. Je l'ai évoqué avant la loi de 1905, il y a la Révolution française. Et donc, en germe, toutes les religions sont à égalité dès la Révolution française. Même s'il a fallu du temps pour que ça se mette en place. L'Église catholique, hein. La Révolution française, elle a détruit pas mal l'Église catholique. Complètement. Même complètement, les curés, ils étaient vraiment pas en odeur de sainteté. Alors, dans les excès... oui, parce que dans la Révolution française, c'est ce qu'évoquait Philippe tout à l'heure, le côté sanglant, il y a des choses qui sont allées trop loin. Il y a eu des excès. Bon. Mais voilà, avec le temps, les choses se sont stabilisées. Et aujourd'hui, l'Église est tout à fait d'accord avec la loi de 1905 et pour être à égalité avec l'islam, avec les juifs, avec les bouddhistes dans la société française. Donc ce point-là, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait le remettre en question aujourd'hui. Vous pensiez à quoi en disant que... Non, mais il y a des projets de modification, alors que cette loi, elle est telle qu'elle est, elle est extraordinaire de perfection. Enfin, moi, j'ai travaillé sur le sujet, on a eu des rencontres interreligieuses à la Garde, entre catholiques, musulmans et autres. Et moi, je me suis penché vraiment, j'avoue que je connaissais assez peu le texte de cette loi. Il est assez fascinant de modernité et d'actualité. Et je crois qu'on a la chance d'avoir une loi qui est une loi d'ouverture et de mise en égalité des croyances et des communautés, qui est tout à fait extraordinaire. On nous répète sans arrêt que c'est une exception française. Je rappelle simplement que 1789, c'était aussi une exception française. Donc s'il ne faut pas avoir d'exception française, ne célébrons pas dans 3 jours, le 14 juillet. Merci de m'avoir écouté. Alors, un petit mot, donc on se retrouvera la semaine prochaine pour une dernière agora où j'ai passé la barre très très haut cette fois, puisque je vais vous parler de la mémoire absolue. J'essaierai de vous montrer comment on a peut-être une mémoire
qui dépasse à la fois notre individualité, à la fois le peuple auquel nous appartenons, peut-être aussi l'espèce à laquelle nous appartenons, peut-être même la vie entière de cette planète, peut-être même la planète, peut-être même le système solaire et peut-être même l'univers en totalité. Donc je vais vous élever vers des sphères extrêmement hautes et j'espère que vous me suivrez dans ce beau voyage que je vous propose jeudi prochain. Bonne soirée, merci à tous. Merci à vous.